Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, le lancement hier des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. La cérémonie s'est tenue à Grand-Bassam, dans le sud du pays, en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cette opération, qui va durer 22 mois, est estimée à 21,7 milliards de francs CFA. Dans cette édition également, les préparatifs de la visite d'État dans le handball du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs grands chantiers ont été entrepris dans toute la région. Construction de nouvelles routes, rénovation de voiries. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier fait le point sur les travaux. Enfin, de vives tensions au Proche-Orient après la mort d'un commandant palestinien du djihad islamique. Plus que 22 mois donc avant que les eaux du fleuve Comoé ne se déversent aisément dans l'océan Atlantique, surtout en période de crue. Les travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé ont été lancés hier par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. C'était lors d'une cérémonie à Grand-Bassam, dans le sud du pays. Coût de cette opération, 21,7 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Ces coups de pioche étaient prévus pour janvier 2020, mais le sinistre causé par les inondations à Grand-Bassam le mois dernier a poussé le gouvernement à agir plus tôt que prévu. Voici enfin lancés les travaux qui vont ouvrir l'embouchure du fleuve Comoé. L'ouverture de l'embouchure a été annoncée depuis de nombreuses années. De nombreuses annonces ont été faites. Hélas, les circonstances des différentes époques n'ont pas permis leur matérialisation, au point de susciter des railleries chez nos populations lorsque ce sujet était évoqué. Et ce 11 novembre 2019, notre longue attente trouve une issue heureuse. L'embouchure du fleuve Comoé est l'exutoire naturel de la lagune ébriée vers l'océan Atlantique. Ce canal, situé au niveau de la ville de Grand-Bassam, s'est vu obstrué ces dernières années par une importante quantité de sédiments, provoquant des crues du fleuve Comoé en cas de fortes pluies. Les travaux visant à ouvrir l'embouchure vont durer 22 mois pour un coût global de 21,7 milliards de francs CFA, financé par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Il s'agit de réaliser des ouvrages de calibrage et des digues protégées par des blocs artificiels. Ces travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé permettront d'améliorer le renouvellement de l'eau de la lagune ébriée en favorisant l'échange entre la mer et la lagune. Ils permettront également d'évacuer les apports du fleuve Comoé vers la mer lors des crues. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ces travaux permettront de reconstituer la biodiversité du fleuve. Un début de soulagement pour Grand-Bassam et surtout pour l'un de ses fils, le vice-président de la République, acteur majeur du lancement des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Pour Daniel Kablan-Duncan, cette cité balnéaire est à l'aube de son redécollage économique. C'est peu dire que d'affirmer que l'embouchure est un catalyseur important de l'avenir économique, touristique, culturel et humain de Grand-Bassam. Avec le phare, l'embouchure est inscrite dans l'ADN de Grand-Bassam. Et aujourd'hui, Grand-Bassam prend rendez-vous avec son renouveau touristique et culturel, mais aussi avec son développement économique, social et culturel à travers la restauration de son patrimoine historique dans le cadre de la valorisation de ses acquis et de son potentiel. C'est pourquoi tous les élus, tous les cadres et les populations de Bassam et de l'ensemble du Sud Comoé, et je vois même au-delà, avec nos frères de l'AME, je le sais, sont particulièrement reconnaissants au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, pour sa très grande sollicitude à leur endroit. Le projet d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam constitue l'une des étapes de la seconde phase du vaste projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée. Un projet fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Mettons à présent le cap sur le handball. Cette région du centre-nord du pays va accueillir le président de la République, Alassane Ouattara,
du 27 au 30 novembre prochain dans le cadre d'une visite d'État. Et pour réussir cet événement, plusieurs chantiers d'envergure ont été entrepris. Mais seront-ils prêts à temps? Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier fait le point sur les travaux. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. À quelques jours de la visite d'État dans la région du Hambol, le rouleau compresseur est en marche pour le développement de la région. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier entend mettre les bouchées doubles pour faire de cette visite une réussite. D'où une visite de terrain des différents chantiers routiers et sites susceptibles d'accueillir le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne. Objectif, venir voir ce qui est fait, apprécier la réalité de ce que les entreprises produisent et se faire une idée du respect des délais. Depuis l'annonce de la visite du chef de l'État dans la région du Hambol, le ministère de l'Équipement a mobilisé un certain nombre d'entreprises pour faire des travaux dans les différents départements qui vont être visités par son Excellence le Président de la République. Ce qu'on a pu constater, c'est que les travaux se déroulent très bien. On a un bon taux d'avancement et les travaux aussi se font dans la qualité. De Katiola à Tafiri, en passant par Niakara, Dabakala, Satama Sokoro, Ouregeka et bien d'autres localités, les populations ont fait savoir à Abou Nibi Koulibaly leur impatience de voir le président de la République Alassane Ouattara, afin de communier avec lui et de le remercier pour les travaux herculiens qu'il réalise dans la région du Hambol, mais également partout en Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils ont annoncé son arrivée, vraiment, l'eau qu'on reçoit vraiment ces 2 temps-là, vraiment c'est propre. Vraiment, il y a de l'évolution dans ces 2 jours. On espère que ça va continuer comme ça. On attend vraiment son arrivée aussi. Moi-même, je veux le voir en personne aussi. Nous attendons. On est joyeux, on est dans la joie, on l'attend. Vive. Président, il faut venir seulement, on t'attend, on est content que tu arrives à Niakara. Merci, Président. Cette visite de terrain fait suite à celle déjà effectuée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, et par le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Cette rencontre a réuni à Abidjan du 7 au 9 novembre dernier les acteurs de la commande publique et l'ensemble des partenaires spécialisés dans la gestion des services et de l'aménagement. Le Salon des collectivités territoriales 2019 a enregistré plusieurs communications, notamment l'implication des élus locaux dans l'entretien routier. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Le Salon des collectivités territoriales, la première du genre en Côte d'Ivoire, a été un cadre de promotion des atouts à la fois touristiques, économiques et culturels de nos villes et régions, ainsi que de plusieurs structures étatiques intervenant dans le domaine du développement local. Les élus locaux ont saisi l'occasion pour présenter les produits de leur terroir. Les gens pensent que le plat principal des akés, c'est le biekoso. Non, les akés, pendant les fêtes, c'est le nkatese, c'est-à-dire la sauce de pistache. Donc nous sommes venus présenter ça. Nous pensons que si nos femmes les cultivent, que nous avons des structures pour nous aider à produire massivement, elles peuvent s'en sortir dans le cadre de la création des activités génératrices de revenus. En plus des expositions et des rencontres B2B, différents panels et ateliers ont été organisés. C'est le cas du panel sur la contribution des élus locaux dans l'entretien routier en Côte d'Ivoire. Tribune choisie par le directeur général de l'AG Route, Pierre Demba, par ailleurs président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, de faire des propositions. Propositions tenant compte du faible niveau de subvention. On a proposé par exemple que pour les routes tertiaires, c'est-à-dire les routes de quartier, les routes qui vont dans les habitations et dans les champs, il faut développer de nouvelles techniques. En Europe par exemple, le pavage est un moyen qui a permis d'aller très vite dans l'aménagement des routes. Et ici, je pense que ça peut créer beaucoup d'emplois. Ça peut également donc être réduit le coût de construction des routes. Mais également, nous avons parlé de certaines tâches dans l'aménagement des routes actuellement, telles que le débroussaillement des accotements, telles que les pointes à temps, c'est-à-dire lorsque la route commence à se dégrader, ce qu'il faut faire pour stopper les dégradations, peuvent être concédées à des collectivités, surtout quand il s'agit de la voirie. En plus de ces propositions, Pierre Demba préconise un partenariat public-privé afin d'accompagner les collectivités territoriales dans leur quête de solutions pour faire face à la dégradation de la voie urbaine et rurale qui freine parfois le développement local. Pour lui, l'appui de la diaspora serait une solution afin d'accompagner le développement des terroirs.
Un nouveau président du conseil d'administration pour l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdallah Mabri Touakeus a été nommé à l'issue de la 48e session ordinaire du conseil d'administration de cette institution. Les précisions de Astou Touré. La Côte d'Ivoire accueille la 48e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, l'EISMV. Quelle politique et stratégie pour le financement durable de l'EISMV de Dakar? C'est autour de ces thèmes que les experts de la médecine vétérinaire ont échangé. Une rencontre qui permettra de contrôler et de vérifier les activités et les points vitaux de l'institution pour opérer des choix stratégiques. La session de workshop a permis de faire des recommandations pour un meilleur fonctionnement de l'institution. Les travaux avaient insisté sur la sensibilisation des États membres en vue du recouvrement des arriérés de contribution et des frais de scolarité dus à l'ISMV. Ceux d'Abidjan viendraient en appui pour faire le point et tirer les éléments d'approfondissement pour mieux affronter l'avenir et le bâtir. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par ailleurs représentant le Premier ministre, l'enseignement supérieur vétérinaire fait face à de nombreux défis. Il est donc important de prendre des dispositions au niveau sanitaire. La sécurité sanitaire de nos pays et du monde est menacée par la progression de la résistance aux antimicrobiens et par l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses animales et humaines, telles que la grippe aviaire, qui est un virus hautement pathogène, et plus récemment, les virus hémorragiques virales, comme la maladie à virus Ebola, dont les conséquences sont souvent dramatiques pour les vies humaines et animales, pour l'économie de nos pays et pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le nouveau PCA de l'EISMV, Albert Mabri Touakeus, a invité les pays membres à s'acquitter de leur engagement financier afin de consolider les acquis et assurer le développement et la modernisation de cette école. Créée en 1968, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar est un établissement public à 15 États membres francophones d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Elle forme depuis 50 ans des médecins vétérinaires et des professionnels compétents, responsables et de haut niveau pour les secteurs publics et privés dans les domaines de l'élevage et de la santé. L'agence foncière rurale, structure en charge de la délivrance des certificats fonciers, a été visitée récemment par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani voulait s'assurer que les données reçues lors de sa prise de fonction sont en cohérence avec les réalités du terrain. Pour en parler, Noël Gnagno. L'agence foncière rurale, première escale du ministre Kwasi Adjoumani, la tutelle dans son objectif de visiter les différents champs de l'agriculture ivoirienne. La raison, la question foncière est sensible et déterminante pour le développement et la paix sociale en Côte d'Ivoire. La très sensible question du foncier rural, citée avec récurrence comme l'une des causes des différentes crises qui ont déchiré le tissu social en Côte d'Ivoire depuis au moins 2 décennies, mérite d'être adressée avec beaucoup plus de rigueur et de diligence. Les résultats de 2017 à ce jour confirment la diligence et la rigueur avec lesquelles les questions ont été adressées. Tenez, le nombre de territoires délimités et bornés est passé de 0 à 1760 en 2019 et celui de certificats fonciers délivrés avec arrêté signé du ministre en charge de l'Intérieur de 4423 en 2017 à 6123 en 2019. Impact de cet état de fait, le bénéfice de l'appui budgétaire de l'Union européenne. L'AFOR a apporté un concours important à la Côte d'Ivoire, lui permettant de relever de façon honorable son défi de satisfaire les indicateurs de l'Union européenne qui étaient de délimiter et de borner les territoires de 3250 villages cumulés au 30 septembre 2019. En plus de l'Union européenne, l'AFOR bénéficie d'un prêt de 27,5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale dans le cadre du financement du PAMOFOR. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le foncier rural, c'est 23 millions d'hectares à identifier d'ici à 2023.
La deuxième édition de la conférence internationale du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones. Cette rencontre s'est tenue il y a quelques jours dans le district d'Abidjan. Thème retenu, nourrir l'Afrique, quelle place pour la jeunesse francophone. Stéphane Loboué et Franck Quadio. Ils sont venus des pays francophones d'Afrique pour partager leur expérience en matière d'entrepreneuriat agricole, l'agriculture en Afrique, quel impact sur l'écosystème environnemental, marketing digital, nouveaux leviers de croissance pour les entrepreneurs africains. Des thématiques abordées à la deuxième conférence internationale des jeunesses francophones d'Afrique. Nous voulons inviter cette jeunesse-là et la sensibiliser à prendre toute sa place. Voilà, dans cette quête inlassable d'autosuffisance alimentaire de notre continent. Que cela nous revient, c'est notre mission d'épauler nos États dans cette mission qui s'impose à tous. Pour les conférenciers, nourrir l'Afrique passe par une amélioration des infrastructures agricoles et une autonomisation des femmes dans le secteur agricole. L'Afrique a les potentialités pour se prendre en charge en termes de production agricole pour se nourrir. Parce que, je l'ai dit tantôt, nous avons plus de 230 millions de jeunes agriculteurs qui sont dans l'agriculture familiale. Mais la problématique qui se pose, de la production jusqu'à la transformation, il y a beaucoup de pertes. Et le fait que nous n'arrivions pas à intégrer la femme dans la production agricole sont des contraintes qui ne peuvent pas permettre à l'Afrique de pouvoir se nourrir elle-même. Même si nous avons 105% des terres cultivables et que nous avons les potentialités agricoles pour y arriver. Créé en 2017, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, initiateur de la conférence KGF Forum, compte plus de 500 membres dans 12 pays d'Afrique. Un fonds de 210 millions de francs CFA pour financer les projets des jeunes et femmes de la région de la Nawa, dans le sud-ouest du pays. C'est une initiative du Conseil régional. Les premiers bénéficiaires ont reçu récemment leur chèque lors d'une cérémonie. Ils veulent ainsi investir dans l'hôtellerie et la chocolaterie. Léon Brou de RTI Bouaké. D'ici janvier 2020, sortira de ces locaux les premières tablettes de chocolat made in la Nawa, résultat de la transformation du cacao de la région. Voici le promoteur de l'unité de transformation. Annecy, 8 ans dans la chocolaterie, va démarrer ses activités avec 20 millions de francs CFA, financement du conseil régional qui octroie également à Dame Didibo, restauratrice, 2 300 000 francs CFA. Dans notre phase d'amorçage, nous produirons autour de 500 tablettes jour dans notre unité de production. Et nous avons à peu près 20 emplois directs. Promouvoir les produits agricoles et atouts de la Nawa, première région productrice du cacao ivoirien avec 40% de la production nationale, voilà qui justifie l'éligibilité de ces deux premiers promoteurs au fonds de garantie du conseil régional. Ce fonds, pour appuyer l'insertion des jeunes et des femmes par la génération d'emplois et de ressources pour renforcer le tissu économique de la Nawa, est mis en place en juin 2019. Au titre du bilan partiel, les résultats suivants ont été enregistrés. Il y a eu 55 dépôts de projets. 17 projets sont en voie d'acheminement à la COPEC pour avis. Pour l'année 2020, le Conseil va disposer d'un fonds de 210 millions de francs CFA, destiné donc à aider les jeunes et les femmes pour la réalisation de leurs projets. Le fonds de garantie pour l'autonomisation des jeunes et des femmes de la Nawa est ouvert à toute personne physique ou morale exerçant ses activités dans la région. Autre sujet d'actualité, le sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique. Cette rencontre va se tenir les 28 et 29 octobre 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Mais avant cet événement, les organisateurs ont rencontré à Abidjan les institutions gouvernementales et autres acteurs économiques. Objectif, rendre les projets des différents participants plus bancables. Le point avec Jean-Marc Djadji. Faciliter les investissements étrangers directs en Afrique et fournir une plateforme aux entreprises pour leur développement, c'est la mission du sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique, ATIX 2020. ATIX Group et le représentant Côte d'Ivoire l'ont présenté aux chefs d'entreprise à Abidjan. Objectif de la rencontre, préparer les participants ivoiriens et structurer leurs projets en vue de les rendre plus bancables face aux investisseurs internationaux. L'un des problèmes majeurs
que rencontrent les entreprises en Afrique, c'est le manque d'accès au capital. Et ATIGE est une plateforme qui est en train de résoudre ce problème. Nous sommes en train de faire venir des investisseurs pour faire venir les entreprises d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, qui ont des projets, et pas seulement des projets, mais des projets bancables. Nous avons l'application des investisseurs d'ATIGE, de permettre aux entreprises de soumettre leurs projets directement en ligne, de sorte à ce que nous puissions les mettre en contact avec des investisseurs avant l'événement. ATIX 2020 a pour thème « Connecter le capital mondial aux opportunités d'investissement et de commerce en Afrique ». Plus de 3000 investisseurs provenant de 70 pays sont attendus. Près de 500 milliards de francs CFA disponibles pour les porteurs de projets. ATIX 2020 est prévu les 28 et 29 octobre prochains à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La marine ivoirienne effectue actuellement un exercice en mer dénommé le Grand African Nemo. Cet entraînement vise à lutter contre la pollution et l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Les détails avec Abou Sanogo. Pendant une opération de sauvetage au large du Grand Bassam, 2 navires entrent en collision. Cette collision entraîne une brèche sur le pétrolier ravitailleur, occasionnant l'écoulement d'une quantité importante d'hydrocarbures en mer. La vigie du port autonome d'Abidjan reçoit le message de détresse du navire ravitailleur et le Siapol est alerté. Toutes les administrations compétentes en la matière sont engagées. Une cellule de réflexion s'érige au centre opérationnel de la marine d'Abidjan pour évaluer la situation de déversement et de pollution. Un navire ivoirien, le CFC Congo, est engagé avec à son bord des agents du Siapol, des équipements d'intervention rapide en mer. La Sodexam se charge des conditions météorologiques via le centre de coordination du sauvetage maritime. L'opération de ce jour sera conduite au niveau tactique de façon conjointe avec un agent du Siapol. Et que cela est rendu possible par la politique de mutualisation des moyens voulus par la stratégie nationale de l'action de l'État en mer. Des équipes de l'observation aérienne et maritime font un survol de détection et de couverture. La situation est formelle. La détermination du niveau de lutte et de déclenchement du plan Polymar déduit en ces termes. L'ampleur de pollution du navire étant faible, le plan Polymar n'a donc pas été déclenché. Cependant, vu que l'armateur ne disposait pas suffisamment de moyens en vue d'éliminer ou d'arrêter toute la pollution, le Siapol doit intervenir comme prestataire de service. Les opérations d'intervention, de détection, d'évaluation, de colmatage, allègement, confinement statique ou remorquage vers le port d'Abidjan achevées, une cellule juridique s'est établie à la base navale d'Abidjan pour en tirer les conséquences légales. C'était de tester la capacité donc, de l'État de Côte d'Ivoire à travers ses administrations à faire face à une crise de pollution marine dans sa zone économique exclusive. Cet événement dénommé le Grand African Nemo a lieu sous la coupole de la marine française et donne mission à tous les États de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui se sont engagés lors des sommets de Yaoundé en 2013 et de Lomé en 2016 à coordonner la lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Passons à un autre sujet, à savoir la rentrée solennelle de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Et pour marquer cet événement, une conférence s'est ouverte autour du thème « Aliments et boissons aux frontières des croyances populaires et des sciences ». Astou Touré. Cette année, les activités relatives à la rentrée solennelle de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines se tiendront sur plusieurs jours. On a étendu la rentrée solennelle sur une semaine au lieu d'une journée. Et donc, il y a beaucoup de conférences, discussions. Nous avons le forum Sciences et Culture, c'est ça qui démarre actuellement, avec au moins 4 tables et une formation. D'autres innovations sont aussi annoncées. L'ASCAT s'est mis en partenariat avec d'autres groupes de production de savoir,
comme les ingénieurs, les artistes, les journalistes, tout le monde. Et on a des partenariats, et ce sont ces groupes de travail-là qui animent le forum Sciences et Culture. En marge de cette cérémonie, une conférence autour du thème « Aliments et boissons aux frontières des croyances populaires et des sciences ». Selon le conférencier Joachim Agbrofi, la parole aurait un impact positif ou négatif sur un sujet selon l'usage que l'on en fait. J'ai pris de la nourriture, de l'eau, qui reste lorsqu'une personne prononce de mauvaises paroles. Et j'ai essayé de garder pour voir de la nourriture pourrie. Et je me suis rendu compte que lorsqu'une personne prononce de mauvaises paroles, la nourriture qui lui reste là se décompose plus vite et puis elle noircit. Alors j'ai essayé de voir ce noircissement, qu'est-ce que ça peut faire au niveau de l'organisme. Je me suis rendu compte que ces paroles-là provoquent des maladies qui sont prouvées. Mais actuellement, je n'ai pas tous les appareils pour pouvoir tester. Cette rencontre était aussi un cadre d'échange d'expériences entre étudiants et sachants. 17 localités sillonnées en 30 jours. La caravane Union européenne Magic Tour s'est achevée le 10 novembre dernier. Réjouissance de clôture à Bengourou, dans la région est du pays. UE Magic Tour veut promouvoir les valeurs communes entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, à savoir la paix, l'éducation et la démocratie. Herman Niamia. Tanda, Bondoukou, Anibilekou et Abengourou constituent les dernières étapes de l'UE Magic Tour à l'intérieur du pays. Initiée par la Fondation Magic System et l'Union européenne, cette caravane, en plus des concerts gratuits qu'elle offre, a pour but d'aller au contact des populations pour partager ensemble des valeurs comme la solidarité, la paix, la cohésion sociale, l'éducation et l'entrepreneuriat. Au cours de cette tournée, nous sommes allés de mobilisation en mobilisation. Nous sommes à notre 2 millième kilomètre. Et les populations ont toujours répondu présent à toutes nos activités, pas seulement aux concerts, mais aux rencontres. À chaque étape, la caravane n'a pas manqué de présenter les civilités aux autorités administratives et coutumières, comme ici à Anibilekou et à Bengourou, où la délégation de l'UE Magic Tour a rencontré le corps préfectoral et les rois du Guyablin et de l'Indénié. L'UE Magic Tour, c'est surtout les échanges directs avec les populations pour s'imprégner de leurs difficultés. Attendant par exemple, la Fondation Magic System a promis la construction d'une école primaire dans un village où les enfants parcourent des kilomètres pour aller à l'école. Nous allons ouvrir une école de 6 classes à Kwadjokouma. En plus de l'école, nous allons construire une cantine scolaire pour permettre aux enfants de manger à l'école. Et en plus de la cantine, nous allons construire une bibliothèque pour ces enfants. Et tout cela va se faire dans moins de 12 mois. C'est-à-dire à la rentrée prochaine, les enfants de Kwadjokouma ne sortiront pas d'ici. À Bondoukou également, où la délégation a rencontré des associations de la société civile, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a promis de venir en aide aux porteurs de projets. On a vu aussi qu'il y a plein de projets, parfois des petits projets, dans des villes, dans les villages. Et aujourd'hui, ici, dans la salle, je fais une promesse. Je dis l'Union européenne va s'engager à accompagner ces petits projets. Une des grandes attractions de cette tournée, ce sont les concerts gratuits. On aurait pu faire 28 pays, moi je ne serais jamais fatigué parce que de toute façon, ça vaut tellement beaucoup d'être là. À toutes les étapes de cette tournée UE Magic Tour, les populations ont répondu présentes. Une communion parfaite qui fait dire aux initiateurs que les objectifs ont été largement atteints. Le clou de cette tournée, qui a débuté depuis le 15 octobre dernier, c'est un concert géant qui se tiendra le 16 novembre prochain à la place Fig-Gayo de Yopougon. En image, la deuxième édition du Forum sur la paix à Paris, la capitale française. La Côte d'Ivoire, on le sait, est représentée par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Mais avant l'ouverture officielle de cette rencontre, un dîner au palais de l'Élysée.
Enfin, regain de tension au Proche-Orient. L'armée israélienne a tué aujourd'hui à Gaza un haut commandant du djihad islamique, un groupe armé palestinien qui a répliqué avec des salves de roquettes sur Israël, où plusieurs villes étaient en état d'alerte, laissant craindre une escalade. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis.